Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute. Quand on a un bel apport, et notamment c'est mon cas, c'est pas secret. Moi, j'ai déjà fait 2 rénovations, donc qui à chaque fois ont généré des travaux et donc de la plus-value en résidence principale. Mais au fur et à mesure, à chaque fois que tu revends, tu te constitues un capital qui fait qu'effectivement ton apport personnel, il est quand même de plus en plus intéressant. Et là, au moment où on se retrouve à avoir déjà 2 rénos, 2 reventes, on se projette dans un 3e achat où on a du coup un bel apport personnel. Moi, ma question, c'est que je me demande, est-ce que du coup, j'ai intérêt à mettre tout mon apport personnel dans le dossier, si on peut dire, et à ce que ce soit considéré comme de l'apport personnel par le banquier pour passer mon emprunt, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à mettre que les 10% dont on a parlé pour couvrir les frais et garder le reste pour faire des travaux finalement, tu vois? Alors, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller mes clients qui ont un cas comme le tien de mettre le minimum d'apport sur le projet et de conserver l'épargne pour financer les travaux, ou de mettre une petite enveloppe travaux parce qu'on en a besoin. On a, je sais pas moi, 100 000 euros d'épargne et on sait qu'on va en avoir pour 120 ou 130 000 euros. On rajoute une petite enveloppe de 50 000 euros parce qu'on achète 200 000 euros et qu'on sait que les 50 000 euros qu'on va présenter à la banque vont faire que la maison en vaudra 300. Donc, en fait, la banque, elle prend pas de risque. C'est toujours une question de risque. Quel risque je prends à te prêter 250 000 euros quand on achète 200? Mais l'épargne conservée est un élément important pour la banque. Et surtout, et ça, c'est un autre point, c'est que quand tu mets des travaux dans un prêt, tu dois fournir des devis. Alors, ça peut être le devis de celui avec lequel tu vas travailler, qui est au plus juste, ou ça peut être un devis un tout petit peu plus élevé, parce que derrière, tu vas faire des économies d'échelle, tu vas changer de prestataire, machin. Si c'est les mêmes postes, la banque, elle te le financera quand même dans la plupart des cas. Mais tu vas gagner un peu et du coup, il me reste 10 000 euros à la fin. Est-ce que en plus je peux faire ça? La banque elle fera si tu présentes des factures. Mais par contre, effectivement, le déblocage il est un peu costaud, c'est-à-dire que quand tu vas signer chez le notaire pour un bien, c'est le notaire qui envoie le truc, donc la banque elle débloque facilement. Quand il y a des travaux, elle va te demander des factures d'acompte. Alors déjà, quand tu commences à demander des factures d'acompte à un auto-entrepreneur, tu commences à avoir un problème. Parce que lui, il est 18 heures par jour sur ses chantiers et que faire une facture d'acompte, il n'a pas forcément le temps. Mais toi, tant que t'as pas une facture d'acompte, tu peux pas le fournir à la banque. Et la banque, quand elle l'a, elle va le recevoir, ça doit monter au service des prêts, qui doit le débloquer. Et donc, ton auto-entrepreneur dit, oui, moi je vous ai donné la facture d'acompte hier à 23h30, ce serait bien que vous me payiez. Oui, mais je peux pas vous payer en fait, parce que la banque, elle va mettre 3 semaines à me débloquer les comptes. Donc, si tu as un peu d'épargne de côté, du coup, ça te permet d'avancer et la banque te rembourse toi, déjà. Et puis, dans tous les cas, effectivement, les déblocages, c'est un peu pénible. Et en fonction des banques, ça peut être une aventure. Donc, oui, c'est ça. Il y a des banques qui vont être plus flexibles sur les factures que tu présentes et leur conformité au devis que tu as démontré au moment de l'obtention du prêt, et d'autres qui vont être plutôt souples. Ouais, alors c'est pas une question de flexibilité, mais c'est surtout une question de norme. C'est qu'effectivement, certaines banques te disent, moi, si j'ai accepté le devis de machin chose et que c'est pour faire une baignoire, je prends pas le devis de bidule chouette pour faire une douche. Ouais, mais ça, dans la réalité de la vraie vie, oui, c'est impossible. C'est impossible qu'au moment où tu fais tes devis pour aller obtenir ton prêt, donc en gros, t'es entre le compromis et l'offre, ou du coup t'as même pas accès à la maison. Enfin, tu peux si tu la demandes, mais voilà, tu sais pas ce que tu veux faire exactement. Tu sais pas
dans quel type de finition tu veux t'engager. Justement, ce temps-là, il était nécessaire pour te projeter, pour préparer ton projet, etc. Et donc, encore moins quand tu fais venir tes artisans pour avoir des devis pour la banque. Artisans qui, en plus, soit dit en passant, n'aiment pas du tout venir faire un devis quand c'est juste pour la banque. Donc, aujourd'hui, c'est quand même difficile de les avoir. Et donc, en fait, à ce moment-là, tu lui dis un peu n'importe quoi à ton artisan pour qu'il fasse un devis et que tu aies quelque chose à présenter. Mais en soi, tu vois, tu sais pas, tu sais même pas si c'est avec lui que tu vas le faire. En plus, sans parler des travaux que tu veux faire toi-même. Enfin, il y a aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la rénovation et qui veulent faire des travaux eux-mêmes. Et je parle pas juste de faire la peinture. Il y en a qui se mettent à faire l'électricité, la plomberie, l'isolation. Enfin, donc ça, tu peux pas présenter des devis, tu vois, à la hauteur, effectivement, de ce que ça va vraiment te coûter à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est vraiment hyper compliqué. Enfin, moi, je trouve. Alors, non, mais il faut juste que tu sois dans la bonne banque. Et encore une fois, ça, toi, tu peux pas le savoir. C'est ça. D'où l'importance d'aller voir un courtier, parce que lui, il va savoir te gérer tes histoires de travaux et il va pouvoir évaluer le type de travaux que tu fais. Moi, quand j'ai des clients qui me disent, bah, attention, il y a beaucoup de travaux, qui me disent, bah, il y a 20 000 € de travaux et en gros, on va faire la peinture. Ça se gère, on s'en fiche. Oui. Quand j'ai des clients qui me disent, bah, j'ai 150 000 € de travaux, bon, bah là, on travaille pas forcément avec la banque avec laquelle je travaille pour les 20 000 €. Ok. Donc là, tu vas plutôt voir la banque que tu sais qui va être souple, qui va faire passer les factures qui correspondent pas forcément aux devis qui ont initialement été validés pour avoir l'emprunt. Parce qu'effectivement... Tu finis toujours. Alors, la banque, elle a pas vocation à bloquer ton dossier à vitam aeternam. Mais si tu dis, bah non, finalement, j'ai pas pris cet artisan-là pour telle et telle raison, parce que l'autre était 5 000 € moins cher, la banque, elle finira toujours par te le débloquer. Par contre, ça peut être un peu plus long et effectivement, vaut mieux passer avec des gens qui savent gérer les travaux. Mais de manière générale, les banques, elles apprennent aussi, elles vivent avec leur temps. Et effectivement, aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui font des choses eux-mêmes et du coup, les banques, elles apprennent de plus en plus à gérer les travaux, etc. Mais quand on dit travaux, c'est pas forcément des devis d'artisans. Si, moi souvent j'ai des clients qui me disent « Ah mais non, mais la peinture, on l'a fait nous-mêmes. » Bah ouais, mais la peinture, tu vas pas la créer tout seul en fait. Donc il faut l'acheter la peinture. Donc donne-moi un devis de pot de peinture. Tout à fait. Mais c'est là aussi où, pour quelqu'un dont c'est pas le métier, ça peut être un peu complexe. À ce moment-là du projet, où du coup t'en es quand même qu'au démarrage et tu sais pas encore très bien ce que tu vas faire, que d'aller voir ton fournisseur de peinture et de lui dire exactement la quantité dont il aura besoin. Tu prévois un peu plus. Au pire, t'as deux choix. Soit tu peux remplacer un devis par un autre. Tu peux aussi choisir une peinture un peu moins chère, etc. Et puis, tu peux faire à la fin, s'il te reste 10 ou 20 000 parce que t'as trop prévu. Bon, en général, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver parce que t'as des clients qui sont hyper stressés et du coup, ils te prennent 200 000 € de travaux là où ils savent qu'ils vont en faire 150 000. Tu peux faire ce qu'on appelle un abandon de solde. C'est-à-dire que t'as plus rien à dépenser et tu dis à la banque, moi j'ai fini mes travaux et donc au lieu d'avoir emprunté 200 000 €, je n'emprunte que les 150 000 € et je fais un abandon de solde. Ah, c'est bon à savoir ça. Donc ça, c'est un truc. Donc c'est réévaluer, la durée de ton prêt est revue. La durée, le montant, etc. Ils touchent pas au taux, mais ils peuvent, ils revoient les conditions de mise en amortissement de ton prêt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.